Bonjour et bienvenue à télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et nous sommes accompagnés, comme d'habitude à cette période du mois, par l'économiste le plus travailleur du Canada, Éric Lasselle. Éric, bienvenue au Vendredi de l'emploi. Bien sûr, cela tombait le vendredi saint, alors nous le faisons aujourd'hui en ce lundi de Pâques. C'est peut-être mieux, je ne sais pas. Quand j'étais enfant à Montréal, on avait congé le lundi de Pâques au lieu du vendredi saint, ce que j'ai toujours trouvé bizarre. Le Québec a changé depuis et les Québécois ont désormais congé le vendredi saint comme presque partout ailleurs. Mais même ici, aux Açores, où la religion est très présente, tous les magasins sont ouverts aujourd'hui, ce lundi de Pâques. Ce doit donc être une bonne journée pour travailler. Eh bien, je dois dire que c'est la seule fête de l'année où, chaque année, quelqu'un doit me dire si j'ai congé le vendredi ou le lundi. Je suis incapable de m'en souvenir d'une année à l'autre. Je suis très impressionné. Les statisticiens du BLS ont sorti leurs chiffres. J'imagine que pour eux, le vendredi est primordial. Ils ont dû faire des heures supplémentaires. Mais bon, nous avons les chiffres. Mais uniquement aux États-Unis. Oui, uniquement aux États-Unis. Les chiffres du Canada devraient être publiés quelques jours après cette émission. Et nous espérons qu'ils seront positifs, car le mois dernier, ils étaient très négatifs. L'économie canadienne n'est certes pas en pleine forme, mais j'aime à penser qu'elle n'est pas en chute libre, contrairement à ce que laissait suggérer le mois dernier. Mais pour les États-Unis, les chiffres étaient plutôt bons. Le marché de l'emploi américain a créé 178 000 emplois. Cela ressemble à 2023, où nous avions été terriblement gâtés et habitués à ces mois de 150 ou 200 000 emplois. De toute évidence, cette époque est révolue. C'est donc un chiffre tout à fait honorable et normal. Je viens de faire le calcul. Au cours des 6 derniers mois, la moyenne mensuelle s'est établie à 89 000. En réalité, il y a eu des périodes où elle était à moins 50 000, donc la croissance a été plus lente en général. Et bien sûr, le hic, comme nous le savons, c'est que l'immigration a ralenti et donc en fait, cela n'a pas été si mal. Même avec ce taux de croissance plus faible jusqu'à récemment, on se situait toujours à un taux de chômage à peu près stable et raisonnablement correct. Alors, comment expliquer ces chiffres de mars, un chiffre solide et important, et le taux de chômage a bel et bien baissé. Il a baissé d'un dixième de point, ou plus exactement de 0,18%. La raison pour laquelle on ne devrait pas trop s'emballer, c'est qu'il y avait eu une grève dans le secteur de la santé le mois précédent, laquelle a été résolue. Cela contribue donc à améliorer les chiffres. L'autre chose, et c'est très particulier, et je viens de le remarquer en étudiant les chiffres dès leur publication, parce que bien sûr je travaille le vendredi saint, Dave, comme il se doit, c'est qu'en réalité, un mois sur deux, les chiffres de l'emploi aux États-Unis ont été positifs au cours des 10 derniers mois. L'un est positif, le suivant est négatif. Nous avons donc alterné entre des résultats plutôt bons et d'autres moins bons dans un va-et-vient constant. Bien sûr, tout le monde s'est inquiété à chaque fois qu'il y a eu un mois négatif, comme le mois d'avant où l'on avait perdu 133 000 emplois. Et donc tout le monde s'est enthousiasmé face à ce résultat très positif. On devrait donc prendre un peu de recul sans nous réjouir ni nous inquiéter outre mesure. Tout à l'heure, je voulais parler d'un cumul de 89 000 sur 6 mois. Excusez-moi. Nous avons donc enregistré environ 15 000 par mois, ce qui est un peu décevant compte tenu de l'immigration et de la croissance démographique. Mais encore une fois, ce n'est pas catastrophique et le fait est que ce taux de chômage se maintient entre environ 4,1 et 4,5% depuis des mois, qui ne montrent pas de tendance particulière. Un taux de chômage tout à fait correct selon notre définition. Il vient en fait de baisser de 4,4 à 4,3%. Certains s'inquiètent tout de même car il y a cette guerre qui a éclaté le mois dernier, le coût de la vie augmente, d'autres choses baissent, ce qui pourrait encore avoir des répercussions négatives. On penserait que cela devrait ralentir les choses. Cependant, il est intéressant de noter que nous suivons les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et celles-ci se maintiennent toujours à un niveau très bas, de l'ordre de 200 000 chaque semaine. Les derniers chiffres concernant la dernière semaine de mars. Cela fait donc 4 semaines que la guerre a commencé
et le chiffre reste pratiquement inchangé. Pour l'instant, donc, l'économie américaine ne s'en ressent pas trop. Oui, j'ai lu et écouté pas mal de commentaires différents ce week-end. À première vue, il n'y a pas beaucoup d'embauches, mais il n'y a pas non plus beaucoup de licenciements. C'est donc un bon équilibre. Le taux de chômage est bien sûr plus élevé qu'il y a quelques années, mais un taux de chômage de 4,3% aux États-Unis, ce n'est pas un mauvais chiffre. Je le rappelle souvent, je suis d'une génération un peu plus âgée et je me souviens de l'époque où j'étudiais l'économie à l'Université de Toronto. On disait alors que le taux de chômage le plus bas que l'on puisse observer aux États-Unis était d'environ 5%, le taux de chômage naturel à l'époque. Il est clair que les choses se sont améliorées dans ce domaine. Alors, comment cela pourrait avoir un impact sur la Fed ou donner une indication sur ce qui se passe en matière d'inflation et de croissance économique? Eric est présent à tous les vendredis de l'emploi, le premier vendredi de chaque mois. Quand il y a un jour férié, on le retarde un peu, comme cette fois. Et au fait, cliquez pour vous abonner ou rendez-vous là où vous écoutez vos balados ou abonnez-vous sur YouTube pour nous voir. Mais nous avons beaucoup parlé lors des épisodes précédents et des précédentes interventions d'Éric de l'idée que si vous n'avez pas de croissance démographique, et au Canada et aux États-Unis, la croissance démographique est en grande partie tirée par l'immigration, vous restreignez l'immigration et tout d'un coup, vous n'avez plus beaucoup de croissance de l'emploi. Alors, s'agit-il d'un marché de l'emploi qu'on pourrait qualifier de type boucle d'or, ni trop chaud, ni trop froid? Il tourne tranquillement, sans trop affecter la croissance économique, et on dirait que la Fed se contente de rester là, les bras croisés. Nous allons bien sûr aborder tous les autres événements qui se déroulent dans le monde et qui peuvent, pour ainsi dire, tout mélanger, mais il semble vraiment que nous soyons dans une sorte d'équilibre bien particulier. Je pense aussi, et peut-être que la raison pour laquelle on n'entend pas parler de boucle d'or est que les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils aimeraient que la création d'emplois soit très forte et le chômage faible, tout en espérant que, comme par magie, l'inflation reste également faible, que la Fed puisse baisser ses taux et toutes ces choses qui, logiquement, ne vont pas ensemble. Il y a toujours des grognements, je suppose. Mais je suis d'accord avec vous, nous observons un taux de chômage stable, c'est un peu le Nairou moderne, ce concept que vous avez mentionné, où 4 à 4,5% correspondent à l'ancien 5%. Vous l'avez mentionné plus tôt, nous sommes restés un certain temps en dessous de ce seuil, nous étions autour de 3,5% pendant un certain temps, mais je pense que ce niveau était trop bas pour être viable. Nous observions une accélération de l'inflation et cela ne s'est pas avéré durable. Je soupçonne donc que la Fed examine cela et nous aborderons d'autres sujets dans un instant, la guerre et le pétrole, mais cela ne justifie pas une action urgente de la Fed. Je ne l'ai pas mentionné, mais la croissance des salaires a encore augmenté de 0,2% d'un mois sur l'autre, un chiffre modéré qui n'a rien de remarquable, aucun signe de flambée de l'inflation, du moins de ce côté-là, si c'était là que résidait la préoccupation. Si on est un peu paresseux comme moi, au lieu de regarder toutes les données, j'aime consulter Citibank, qui propose un indice de variation des données très utile. En fait, je l'ai justement devant moi. C'est un chiffre légèrement positif. Cela suggère que les données économiques se sont au mieux légèrement améliorées au cours des derniers mois et non pas détériorées sans de changement majeur. Oui, c'est assez étonnant. Ce chiffre date du mois de mars. Le conflit au Moyen-Orient a débuté le 28 février. La dernière fois que vous étiez avec nous, ce n'était vraiment que le début. Et j'imagine qu'à un moment donné, on s'attend à ce que les effets de ce conflit commencent à se répercuter sur l'économie et peut-être sur la confiance des employeurs quant à l'évolution de la situation. Et le risque d'inflation, bien sûr, le risque d'une hausse des taux d'intérêt, tout cela commence également à se faire sentir. Rien que le coût des activités commerciales lorsque le prix de l'énergie est plus élevé et que tant de secteurs sont grands consommateurs d'énergie, on pourrait penser que cela se répercuterait, mais ce n'a pas été le cas dans les chiffres de mars.
Eric, quand on se retrouve face à un conflit comme celui-ci, et en particulier dans une région qui fournit une quantité énorme d'énergie au monde, entre autres choses, mais surtout du pétrole et du gaz qui transitent par le détroit d'Ormuz, je travaille encore sur ma prononciation de ce mot, Eric. Elle est meilleure que la mienne. Je finirai par l'avoir avant la fin du conflit. Mais si l'on retire 20 à 25 de l'offre du marché, la situation s'est-elle passée comme prévu si l'on regarde les prix du pétrole? Dave, n'oubliez pas les ballons gonflés à l'hélium pour les fêtes d'anniversaire. Bon, je devrais préciser que l'hélium est davantage destiné à l'industrie électronique pour ceux qui ne le savent pas. Mais vous avez raison, l'attention se porte surtout sur le flux de pétrole et de gaz naturel à travers le détroit d'Ormuz. La situation évolue-t-elle conformément aux attentes? Oui, puisqu'une pénurie d'approvisionnement fait grimper le prix du pétrole et on le voit dans les chiffres de l'inflation. On verra les chiffres de la croissance, mais nous supposons que la plupart des pays subiront un ralentissement temporaire de ce côté. Ainsi, tous les canaux habituels se mettent en place et nous observons une baisse des indicateurs de confiance, ce qui pourrait ensuite se répercuter sur les décisions de dépenses. Bien sûr, sur les marchés, les actifs risqués sont en baisse, comme on pouvait logiquement s'y attendre. La question de l'or est intéressante. Au début de la crise, on ne savait pas dans quelle direction les rendements obligataires allaient s'orienter, ni si l'aversion au risque ferait baisser les rendements ou si les anticipations d'inflation et les orientations des banques centrales les feraient remonter. D'une manière générale, je dirais que la réaction est assez classique. Depuis un mois, j'ai tenu d'autres propos sur d'autres tribunes, mais je dois admettre, et le marché partagerait ces sentiments, que nous avions tous l'espoir que la situation serait déjà résolue. Et voilà qu'un mois et une semaine se sont écoulés. Il n'est pas impossible que la situation se règle rapidement. On ne peut pas dire quand un cessez-le-feu sera conclu. Il y a des offres et des contre-offres. Il n'est pas impossible que cette affaire se règle plus tôt que prévu, mais pour l'instant, elle s'éternise. Je viens d'ailleurs de consulter certains de ces marchés de paris en ligne. Ils sont en fait très utiles pour se faire une idée de ce que pense le marché. Si vous êtes optimiste, vous pensez que la situation va se résoudre et que la guerre prendra fin dans les 3 mois, ce qui nous amène à la fin du mois de mai. Si vous êtes pessimiste, vous pensez que cela prendra plus de temps. Nous en sommes à des chances de 50-50. Je demeure optimiste quant à moi. Cela pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, mais il vaut mieux reconnaître que cela dure un peu plus longtemps et que nous devons commencer à réfléchir aux effets de second ordre et au risque que la situation devienne plus compliquée. Mais que cela prenne 5 mois ou un mois et une semaine avec beaucoup de chance et que tout se règle demain, ce qui est peu probable, cela reste donc un choc temporaire. Nous ne pensons pas que le prix du pétrole se maintienne à 110 dollars le baril pour toujours. Nous pensons que la tendance s'inversera et que la plupart des dégâts s'estomperont. Mais la question est de savoir combien de temps cela durera, après quoi on commencera à avoir d'autres conséquences plus difficiles à inverser. Alors Eric, expliquez-nous encore une fois comment cela se répercute sur l'économie. Imaginons un conflit à court terme, il y a une flambée des prix de l'énergie, mais si vous regardez les contrats à terme mensuels sur le pétrole, ces marchés vous indiquent où ils pensent que le prix du pétrole se situera chaque mois à l'avenir. Et d'ici décembre ou janvier, les contrats à terme évaluent le pétrole à environ 70 dollars le baril, aux dernières nouvelles. Dans ce cas, les marchés s'attendent, comme vous l'avez suggéré, à un conflit qui se prolonge un peu, mais qui finit par prendre fin et qui produit alors davantage un choc qu'une période prolongée de prix énergétiques élevés. On a souvent parlé des catastrophes naturelles, par exemple. Une tempête s'abat sur une région, elle détruit tout, nuit à l'économie à court terme, mais au final, il y a toute cette construction et reconstruction supplémentaire après la catastrophe. Est-ce ce qui se passe ici? Je vais à la station-service du coin et bien sûr, le prix de l'essence a augmenté. Et cela se répercute surtout potentiellement à court terme.
En cas de pénurie d'approvisionnement, les prix augmentent dans certains secteurs. Mais encore une fois, si c'est à court terme, la situation revient à la normale par la suite et je continue simplement comme si de rien n'était. Ou est-ce un peu plus complexe que cela? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec une catastrophe naturelle temporaire, mais tout dépend de la durée de la situation et de la nécessité de prendre en compte d'autres facteurs. La différence par rapport à une catastrophe naturelle à propos de la reprise qui suit, c'est que, bon, je suis resté confiné chez moi pendant une semaine et maintenant je suis de retour au travail. Ou bien je dois construire une nouvelle maison. Or, ici, il n'est pas question de construire une nouvelle maison. Nous commençons à voir l'effet de la hausse du prix du pétrole sur l'inflation, comme on pouvait s'y attendre, via le canal des prix de l'énergie, c'est-à-dire l'effet direct. Et il y a aussi des effets indirects à prendre en compte. Mais en ce qui concerne l'effet direct, les chiffres de l'inflation européenne pour le mois de mars ont été publiés et nous avons constaté une hausse assez notable. C'était prévisible. L'Asie et l'Europe sont les plus touchées car le prix du gaz naturel a eu un impact particulièrement important pour elles et même le prix du pétrole a des conséquences un peu plus importantes par rapport à l'Amérique du Nord qui n'est pas épargnée pour autant. J'ai fait le plein d'essence hier et j'ai payé plus de 100 dollars. Mais cela affecte en réalité beaucoup moins les Nord-Américains, surtout pour le gaz naturel, mais aussi le pétrole. Et même si l'on pense au prix du pétrole, c'est en réalité la disponibilité qui est limitée à certains endroits. Je suis prêt à payer tant par gallon ou par litre d'essence, mais ce n'est pas forcément possible. Au Vietnam, par exemple, en ce moment, il y a d'autres conséquences. On le voit dans l'inflation. Nous regardons les indicateurs d'inflation en temps réel et même pour des pays comme les États-Unis, l'IPC va bondir d'un bon point de pourcentage lorsque ce chiffre sera publié. En Europe et en Asie, ce sera peut-être un point et demi de pourcentage au final, en supposant que les prix actuels du pétrole se maintiennent pendant un certain temps. Mais vous le dites, dans la mesure où nous parviendrons à une résolution d'ici quelques mois, il faut s'attendre à ce que les prix cessent d'augmenter et même un mois où les prix baisseront d'un point de pourcentage ou peut-être sur plusieurs mois. Nous avons tendance ces jours-ci à nous concentrer sur les prévisions de l'inflation du quatrième trimestre par rapport à celui de l'an dernier. Quel sera le niveau des prix d'octobre à décembre de cette année par rapport à l'année dernière? Nos prévisions pourraient changer, car si l'on pense que la guerre sera résolue d'ici là, ce qui est assez lointain, et que cela prendra plus de temps, je pense que pour que les prix du pétrole se stabilisent selon cette courbe à terme que vous avez mentionnée, on ne sait toujours pas clairement de combien nous devrions majorer nos prévisions si l'on considère qu'il s'agit d'un choc temporaire. Maintenant, je pense que cela pourrait se compliquer si au contraire nous nous orientons vers ce scénario à plus long terme. Les coûts de transport ont bien sûr augmenté et peut-être que le prix d'une pomme devra augmenter pour refléter cela et peut-être qu'il sera plus difficile de résorber cette hausse de prix par la suite. On s'éloigne de la pompe à essence. Je ne pense pas que nous observions cela de manière très marquée. En fait, nous voyons sur le terrain que, pour l'essentiel, les gens absorbent ces coûts pour l'instant. Mais si l'on commence à observer un choc pétrolier qui dure 6 mois ou plus, c'est là que l'on commence à voir un impact beaucoup plus significatif sur d'autres éléments. Et après 7 mois, il est un peu plus difficile de remettre le génie dans la bouteille en termes de baisse des prix, en particulier pour d'autres produits moins directement visibles. De la même manière, je n'ai pas mentionné l'économie, mais bien sûr, la demande économique est également un peu plus faible lorsque les gens se sentent plus pauvres. Cela se voit aussi. Nous avons clairement constaté une baisse de la confiance des consommateurs. Bon, la confiance des consommateurs est malheureusement l'un des indicateurs les moins utiles pour prédire le comportement. C'est une grande frustration pour nous tous, mais on pourrait penser que les gens se comporteraient de manière un peu plus prudente pendant un certain temps. Je m'éternise un peu sur le sujet, mais lorsque nous utilisons nos modèles qui sont plus simples qu'ils ne devraient l'être, ils indiquent que oui, la demande économique mondiale subit un coup dur. Dans l'hypothèse d'un choc plus permanent, ce que nous espérons bien sûr ne pas voir se produire, les pays les plus touchés pourraient perdre un point de pourcentage de croissance économique, voire un peu plus, ce qui n'est pas négligeable. Le Japon et la zone euro ont déjà à peine une croissance de 1,5%. Il y a là un réel ralentissement temporaire, c'est certain. En Amérique du Nord, cela varie selon les secteurs et je ne prétendrai pas que le consommateur va se réjouir d'un prix élevé du pétrole, mais nos modèles indiqueraient que l'impact sur l'économie américaine est à peu près neutre ou nul. Ils indiqueraient que l'économie canadienne devrait tourner un peu plus vite, car le Canada est un fort exportateur de pétrole et d'énergie. Dans ce contexte, bien sûr, les consommateurs ne se sentent pas très bien, les fabricants ne se sentent pas très bien non plus, même si les producteurs d'énergie se sentent, eux, plutôt bien.
Même si cela semble une bonne chose, ce n'est pas bon pour tout le monde. Au strict minimum, c'est très nuancé. Ces modèles sont à la fois simplistes et compliqués. Je pense qu'il y a des modèles à 30 000 équations. Mais de la même manière, ils ne saisissent pas toutes les nuances de la situation. Ils ne savent pas ce qu'est le détroit d'Ormuz, par exemple, et ils ne se rendent pas compte que cette situation pourrait être temporaire. Et bien sûr, ce que ces modèles ne prennent pas non plus en compte, c'est que nous avons vu le marché boursier baisser un peu et que les effets de richesse boursière sont donc peut-être désormais un peu moins favorables aux dépenses qu'ils ne l'étaient auparavant. De manière inhabituelle, les taux d'intérêt ont augmenté et les taux hypothécaires sont un peu plus élevés. Il y a donc des répercussions négatives provenant d'autres sources, ce qui fait que je n'ai pas encore radicalement revenu à la hausse mes prévisions de croissance pour le Canada. Mais il convient au moins de reconnaître que l'Amérique du Nord fait preuve de plus de durabilité et de résilience que beaucoup d'autres. Vous avez souligné beaucoup de points. Analysons-les un par un. Je vais les examiner sous trois angles différents. Premier cas de figure, il s'agit d'un conflit bref, suivi d'une inflation transitoire, car il s'agit d'une flambée temporaire des prix de l'énergie. Nous avons commencé l'année en pensant que la Fed serait plus encline à baisser ses taux qu'à les relever. Pas de beaucoup, peut-être une ou deux fois. J'ai vu certaines prévisions aller jusqu'à trois baisses, mais de toute façon, cela repousse désormais cette perspective. Même dans l'hypothèse d'une hausse rapide des prix de l'énergie qui durerait 3 ou 4 mois, nous reviendrons à 70 $, voire à un peu plus de 60 $ le baril de pétrole d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Cela repousse toute baisse des taux d'intérêt. Ou bien cela pourrait-il se produire si rapidement que l'on pourrait encore y assister en fin d'année? Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il est juste de dire que cela repousse les baisses de taux. Je voudrais toutefois nuancer ce point, au risque de m'avancer un peu. Il y a tellement d'analystes qui couvrent ces actions à très forte capitalisation que le marché est probablement très efficient de toute façon. Il est difficile d'avoir un avantage dans ce domaine particulier. C'est très similaire lorsqu'on parle de la Fed. Des dizaines de milliers de personnes très intelligentes l'analysent. Un peu hasardeux de s'avancer et de prédire le contraire. Le contraire pourrait se produire, bien sûr, mais ça n'arrive pas souvent. Toutefois, on ne peut pas se permettre de baisser les taux quand il y a cette flambée d'inflation, même si elle est temporaire et même si elle disparaîtra. Il faut un peu de preuve qu'elle disparaisse. Vous voulez ici un peu de preuve qu'il n'y a pas eu d'effet de second ordre. Et donc, malheureusement, cela ralentit tout, même s'il y avait une guerre qui se terminait rapidement. Je vais me contenter de dire ce que dit la théorie économique, à savoir qu'on n'est pas censé relever les taux en cas de choc pétrolier du côté de l'offre. On ne parle pas d'une question de demande excédentaire tout d'abord, et donc on n'essaie pas de refroidir quoi que ce soit, ce qui est l'effet habituel d'une hausse des taux. Si l'on pense que c'est temporaire, eh bien c'est temporaire. On ne devrait pas refroidir l'économie inutilement pour quelque chose qui devrait se résorber plus tard. Et même si le pire scénario était que les infrastructures énergétiques soient tellement endommagées qu'il n'y ait pas de rebond de la production ni de baisse des prix par la suite, ce qui n'est pas ce qui semble se profiler en ce moment, cela signifierait tout de même une inflation élevée pendant un an, puis que les niveaux des prix resteraient élevés, ce que personne n'apprécie. Et c'est l'une des grandes frustrations issues de la pandémie, mais il n'y aurait pas d'inflation élevée après cette première année. En fait, en théorie, on revient à un taux d'inflation normal, bien que plus élevé, et ce n'est pas le problème des banques centrales, cela dit, elles ne s'en inquiètent pas. Entre-temps, l'économie souffre dans ce scénario de dommages durables. Les modèles indiqueraient qu'en cas de choc énergétique, il faut baisser les taux un peu plus qu'on ne les relève. Or, dans la pratique, ce n'est pas ainsi qu'elles résonnent et les modèles sont là encore un peu simplistes. Mais je pense davantage à l'Europe, au Royaume-Uni, où des hausses de taux supplémentaires significatives avaient été anticipées. Je ne suis pas totalement convaincu par cela. Oui, je pense que nous allons assister à une inaction à court terme. Je garde toutefois l'espoir qu'avec la fin de la guerre et compte tenu de l'arrivée d'un nouveau président de la Fed, qui est en théorie accommodant et désireux de faire ses preuves, je pense qu'il pourrait y avoir quelques baisses aux États-Unis plus tard dans l'année. Oui, ce qui était intéressant dans la déclaration officielle de la Fed, c'est que Powell a déclaré lors de la conférence de presse après n'avoir ni relevé ni abaissé les taux lors de la dernière réunion,
qu'ils considéraient cela comme un choc et que ce n'était de toute façon pas le moment de relever les taux. Il faut ensuite voir si une période prolongée d'inflation plus élevée, due à la hausse des prix du pétrole, et si elle causera d'autres dommages. Et l'autre côté, Eric, abordons le cas où, comme vous l'avez dit, ces effets se répercutent sur l'ensemble de l'économie. Les prix de l'énergie restent élevés, voire augmentent encore pendant plus longtemps. Cela ressemble un peu à l'invasion russe de l'Ukraine, où l'on partait d'un niveau d'inflation plus élevé, pas aussi élevé qu'à l'époque, mais où l'on avait tout de même une inflation que certains jugeraient pas complètement maîtrisée. Puis survient cette flambée des prix de l'énergie qui dure plusieurs mois. Et là encore, on pourrait atteindre 120, 130, voire 140 $ le baril. Et c'est là qu'intervient la destruction de la demande. Alors, combien de temps cela devrait-il durer et à quoi cela devrait-il ressembler pour que nous entrions en récession? Ouais, c'est bien là la question. Quand on examine les récessions passées, il n'est pas rare qu'elles comportent une composante de choc énergétique. Je pense tout de même que cet aspect est exagéré. Les prix du pétrole ont-ils grimpé en flèche en 2008? Oui, mais ce n'était pas le principal facteur de la récession qui a suivi. Il s'agissait d'une crise financière. Les éléments s'imbriquent un peu, mais il faut rester prudent à ce sujet. Je suis d'accord avec vous. Si les choses évoluent dans la mauvaise direction, que les prix du pétrole augmentent au lieu de baisser et que la guerre n'est pas résolue, le risque de récession augmente. Nous avons un modèle de récession prospectif très simple pour les États-Unis, qui n'est peut-être pas parfait, puisque le risque le plus important concernerait l'Europe ou le Japon. Mais pour les États-Unis, il indique que le risque de récession pour l'année à venir a augmenté au cours du dernier mois. Il prend en compte les prix du pétrole, les écarts de crédit, le marché boursier, les demandes d'allocation chômage et d'autres facteurs. Il s'agit d'un mélange de forces de marché et de forces macroéconomiques, mais surtout des prix du pétrole. Il indique que le risque de récession était vraiment faible au départ. Il se situait entre 5 et 6 À l'heure actuelle, le risque de récession est d'environ 12 soit le double. Il reste toutefois assez faible. Cela dit, j'ai toujours pensé que c'était un peu bas. Je pense que le risque est probablement plus élevé. Je ne pense pas qu'il soit de 50 Je n'ai pas vérifié les marchés de Paris aujourd'hui, mais lorsque je l'ai fait la semaine dernière, il tablait sur des risques de l'ordre de 35 pour l'année à venir, ce qui correspond à des risques réels pour les États-Unis légèrement inférieurs à cela. C'est peut-être quelque part entre les deux, mais c'est notable et cela représente une hausse de 10 ou 15 points de pourcentage par rapport à avant la guerre. Je ne pense toutefois pas qu'il soit certain qu'un choc pétrolier, même durable, soit synonyme de récession. Je vous partage deux réflexions essentielles. La plus importante est simplement que l'intensité de la dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole et de l'énergie a diminué par rapport aux années 70 qui ont connu deux chocs majeurs. J'ai oublié le chiffre exact, mais chaque unité de production économique nécessite environ 62 de pétrole en moins pour fonctionner. Autrement dit, il y a 62 de problèmes en moins lorsqu'on est confronté à un choc pétrolier d'une ampleur similaire. Simplement, le secteur des services de l'économie est plus important et ne dépend plus autant de l'énergie ou du pétrole. L'exposition est bien moindre. Il faudra un choc plus important pour aboutir à ce scénario vraiment catastrophique. Vous avez mentionné la guerre en Ukraine. Dans un scénario pessimiste où le prix du pétrole grimpe à 120 $ et s'y maintient pendant plusieurs mois, comme en 2022 avec le scénario de la guerre en Ukraine. Beaucoup d'analystes disaient très bien, les banques centrales relèvent leurs taux, l'inflation est très élevée, que c'était vraiment grave, que les marchés étaient mécontents. 2022 n'a pas été une année heureuse. Mais gardez à l'esprit que la plupart de ces problèmes n'étaient pas liés au prix du pétrole ou à la guerre en Ukraine. Les prix du pétrole ont fait grimper l'inflation d'un point et demi. L'inflation était de 9 aux États-Unis, de 10 au Royaume-Uni. Cela tenait davantage au rebond post-pandémique, aux contraintes sur les chaînes d'approvisionnement, des facteurs totalement distincts. C'est bien plus cela qui a poussé les banques centrales à relever leurs taux. La hausse agressive de 0 à 4 ou 5,5 c'est ce qui a soudainement créé ce risque de récession très élevé. Nous n'avons donc affaire au pire qu'à l'un des trois scénarios qui se sont produits en 2022. C'est donc un parallèle utile, certes, mais imparfait, je pense. Oui, et c'est justement cette idée que je voulais mettre en avant. On peut se tourner vers le passé
Et l'histoire peut nous servir de guide pour comprendre comment les choses évoluent dans différentes conjonctures économiques, mais il faut ensuite revenir au présent, là où l'on se trouve réellement, et s'adapter en conséquence. Je suis né dans les années 60, j'ai grandi dans les années 70, et je me souviens très bien de la crise pétrolière du début des années 70 au Canada. Je me souviens des voitures que nous conduisions, elles faisaient 5 ou 6 000 au gallon, alors qu'une voiture typique d'aujourd'hui, même la plus gourmande, consomme entre 25 et 30 000 au gallon. Il s'agit donc d'un contexte complètement différent. À l'époque, nous ne produisions pas beaucoup de pétrole en Amérique du Nord, c'est différent aujourd'hui. Et puis, il y a eu des initiatives visant à s'éloigner du carbone, ce qui signifie que nous disposons d'autres sources d'énergie. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles la situation actuelle est très différente de celle-là. Et puis, bien sûr, en 2022, nous sommes à la fin d'une pandémie mondiale où nous nous sommes enfermés chez nous pendant plusieurs mois et où l'économie mondiale a été mise à l'arrêt. Nous l'avons relancée après avoir dépensé des milliers de milliards de dollars et ramené les taux d'intérêt à zéro. Alors, nous ne sommes pas vraiment dans la même situation. Il y a quelques éléments que je surveille, Eric. Je regarde le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, qui a légèrement augmenté depuis le début du conflit, mais qui est resté incroyablement modéré tout au long de cette période. Et si les marchés s'attendaient à une récession ou en voyaient une probabilité significative, on assisterait à un recul plus important que ce que l'on a observé sur les marchés boursiers mondiaux. Nous ne disons pas que c'est impossible, mais il faudrait que la situation aille bien au-delà de cela et bien au-delà, je pense, des prévisions de la plupart des gens quant à l'évolution de ce conflit. Oui, c'est vrai. Tout cela est très réel et très grave et les marchés ont raison de s'y intéresser, mais cela ne mènera pas automatiquement à une récession. Tout dépend de la nature de ce choc. Nous n'allons pas discuter de stratégie militaire, Dave, mais les cessez-le-feu peuvent intervenir pour toutes sortes de raisons. Des victoires écrasantes ne sont pas non plus totalement exclues. Il y a plusieurs scénarios possibles. Je lisais un article fascinant sur le nombre de navires qui transitent chaque jour par le détroit d'Ormuz, et en fait, il a légèrement augmenté ces derniers jours. D'après ce que j'ai compris, les navires paient de l'argent à l'Iran et tout le monde n'apprécie pas cette idée, mais je viens de lire que le Pakistan s'est vu attribuer un quota de 20 navires autorisés à passer. Comme ils n'ont même pas 20 navires, ils envisagent de prêter ce quota à d'autres. Nous avons vu passer un navire français et apparemment l'IRA a déclaré que l'Irak, pays frère, était autorisé à faire passer des navires. Ainsi, le pire de la crise pourrait même commencer à s'atténuer. Oui, et à peu près à la même époque, l'année dernière, nous avons eu le jour de la libération. Le lendemain de l'enregistrement de ceci, nous aurons apparemment le jour des centrales électriques et des ponts en Iran, s'il n'y a pas de résolution. Donc, d'ici à ce que nous publions ceci, nous pourrions nous retrouver dans un scénario complètement différent et toute cette discussion serait alors sans objet. Mais espérons que ce ne sera pas le cas. Un dernier sujet, Eric, car j'aime bien revenir au Canada. Nous avons beaucoup parlé au fil des épisodes ces dernières années de la sous-performance de l'économie canadienne, de ce que nous ne parvenons tout simplement pas à faire progresser l'économie au même rythme qu'aux États-Unis. Heureusement, depuis 18 mois, le marché boursier canadien a en fait surperformé celui des États-Unis, ce qui est d'une certaine manière un petit signe que des jours meilleurs sont peut-être à venir. J'étais en Saskatchewan la semaine dernière et j'ai rencontré un groupe d'investisseurs du nord au sud de la province et nous avons parlé des pénuries, notamment le pétrole et le gaz, bien sûr, mais aussi les engrais et les tonnes de potasse disponibles en Saskatchewan, sans oublier tout ce gisement d'uranium si l'on cherche une source d'énergie alternative. Et même pour les ballons des enfants, Eric, il y a une tonne d'hélium en Saskatchewan. Vous le saviez? De l'hélium en Saskatchewan. Je ne sais même pas d'où vient l'hélium. Est-ce qu'il provient d'une roche? Je vais me renseigner là-dessus. Sûrement pas, maintenant que j'y pense.
Eh bien, il y a beaucoup d'hélium en Saskatchewan, mais au Canada d'ailleurs. On trouve ici beaucoup de ces ressources dont tout le monde a besoin partout dans le monde. Espérons que ce conflit soit de courte durée, bien sûr, mais n'est-ce pas là un signal de détresse lancé depuis le Canada vers le ciel? Peut-être un grand signal en forme de feuille d'érable projeté dans le ciel. Venez au Canada, nous avons ce qu'il vous faut. Et n'est-ce pas là, espérons-le, un tournant pour le Canada et pour l'avenir de l'économie canadienne? Les gens vont se rendre compte, s'ils ont besoin d'hélium, d'engrais, de pétrole ou de gaz, qu'il y a ce pays accueillant, avec des gens très heureux, sympathiques et polis, qui n'ont pas beaucoup de conflits chez eux, pas beaucoup de problèmes là-bas, et qui ont tout un tas de bonnes choses dont ils pourraient avoir besoin. Suis-je trop optimiste en pensant que c'est ainsi que les choses pourraient se passer, au final? Je suis tout aussi optimiste. Laissez-moi jouer l'économiste prudent. Je reste prudent à très court terme simplement parce que, eh bien, il y a cette guerre, il y a de l'incertitude, il y a une certaine aversion au risque. Espérons que cela se résoudra dans les prochains mois. L'ACEUM n'est pas encore réglé. Nous devons conclure cet accord commercial et on ne sait pas encore très bien si cela se fera en 2026 ou 2027. Il y a certaines incertitudes qui, selon moi, pèsent un peu sur les gros chèques qui doivent être signés pour faire avancer les choses sur tous ces fronts. Mais je pense que ces deux éléments constituent des obstacles temporaires et je pense qu'en regardant au-delà, et j'espère que nous investissons tous avec des horizons à moyen et long terme, c'est possible. Je viens de finir une tournée auprès de clients institutionnels dans 11 villes avec mon collègue économiste Josh Nye et nous avons fait une présentation sur l'évolution de l'ordre mondial qui n'aurait pas pu tomber à un meilleur moment. Nous avions proposé cela en octobre et on parlait beaucoup de l'Iran, mais aussi de bien d'autres choses. C'est un monde plus dangereux, un ordre fondé sur le pouvoir, un monde multipolaire, toutes sortes de répercussions en ébullition qui ne sont pas toutes positives. En fait, beaucoup d'entre elles sont négatives. Mais l'un des points que nous n'avons cessé de souligner, en particulier pour le Canada, c'est que le monde se soucie désormais davantage de la sécurité des ressources. Qu'il s'agisse d'énergie, de denrées alimentaires ou d'autres ressources, c'est une priorité plus importante qu'auparavant et le Canada est très bien positionné. D'un point de vue canadien, certes, c'est toujours une période délicate pour un voisin des États-Unis et pour une puissance moyenne, non pas une grande puissance, mais lorsque les choses se gâtent, les exportations canadiennes devraient être très demandées et on peut espérer voir émerger un concept de forteresse nord-américaine. Cela a toujours été la chose logique à faire. Si les États-Unis donnent la priorité à l'hémisphère occidental, pourquoi imposer des droits de douane? Vous devriez vous appuyer sur le Canada pour ses ressources et peut-être sur le Mexique pour la main-d'œuvre, bon marché. Les États-Unis menant peut-être la danse en matière d'innovation, mais les autres contribuent également. Oui, je pense que le Canada a beaucoup d'options dans ce domaine et il semble qu'il y ait eu un changement d'attitude au niveau politique pour aider à ce que ce genre de choses se produisent. Et si nous pouvons obtenir une quelconque transparence sur la question de savoir si les marchés américains seront pleinement et durablement ouverts au Canada, espérons-le dans les 6 prochains mois et plus, je pense que nous assisterons à une véritable explosion de l'activité. C'est ce que nous espérons et en effet, c'est probablement le meilleur argument pour expliquer pourquoi le Canada semble plutôt bien placé. Ouais, et que nous pourrons le faire selon nos propres conditions, comme nous l'avons toujours fait, pour préserver ce qui est canadien dans notre façon de faire les choses, laquelle est différente de celle de nos voisins du Sud. Et c'est pour ça qu'on aime le Canada. J'ai simplement eu ce sentiment en étant dans l'Ouest. Nous avons tout ça, et peut-être que le monde devrait commencer à le remarquer. Alors oui, il y a plus à exporter que des reliures en peau de phoque de la Saskatchewan. C'est vrai, Dave. J'étais à Regina il y a 3 ou 4 semaines. On est en train de parcourir la Saskatchewan dans tous les sens. C'est pas génial, ça. Et voilà. J'aurais aimé vous y voir, mais Super Dave a beaucoup d'endroits où aller, tout comme vous. Je sais que vous êtes à lire des rapports et de faire ce que ferait l'économiste le plus travailleur du Canada. Éric, merci d'être passé comme à chaque mois. On devrait aussi vous recevoir à d'autres moments car j'aimerais approfondir votre présentation sur l'évolution de l'ordre mondial. Ça a l'air vraiment fascinant. Vous devez recevoir un accueil formidable en Saskatchewan et partout ailleurs au Canada.
Tout à fait. Bien, merci de m'avoir invité, Dave. C'est toujours un plaisir. C'est sympa de parler à tout le monde. La présente balado a été préparée par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., RBC GMA, aux fins d'information à la date indiquée seulement. Elle n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, liés au placement ou autres, et ne doit pas servir de fondement à de tels conseils. RBC GMA prend des mesures raisonnables pour fournir de l'information à jour, exacte et fiable, et croit qu'elle l'est lorsqu'elle est communiquée. Nous vous invitons à consulter votre conseiller avant de prendre des décisions fondées sur les renseignements qui figurent dans le présent contenu. Toutes les opinions correspondent à notre jugement et peuvent être modifiées sans préavis. Les renseignements présentés ici sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité légale. RBC GMA se réserve le droit à tout moment et sans préavis de corriger ou de modifier les renseignements ou de cesser de les publier.